Bonsoir, merci de regarder l'invité de la semaine sur Canal 2 International et nous clôturons ce soir notre série autour de la problématique du manuel scolaire dans notre pays. La rentrée scolaire nous offre une fois encore le prétexte de questionner la politique du livre et même du livre unique au Cameroun. Et notre invité ce soir s'appelle Rogers Fogwe, il est promoteur des éditions NMI Education, il est donc éditeur et avec lui nous allons tenter de scruter ce pan du livre dans notre pays. Rogers Fogwe, bonsoir. Bonsoir Michael. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes éditeur et les éditeurs, on le sait, sont des acteurs importants de la chaîne du livre à travers le monde et au Cameroun également. Je voudrais d'entrée vous poser cette question. Depuis combien d'années est-ce que vous exercez dans le secteur du livre? Merci Michael. J'ai passé près de 30 ans de ma vie dans le livre, dans l'édition. Et quand je vois une structure qui consacre du temps à ce qui me passionne, je dis merci. Donc, comme je disais, près de 30 ans dans le livre, je commence le livre dès que je finis l'université, autour de 23 ans. Et j'évolue d'abord avec une maison d'édition internationale, Cambridge University Press. Je commence comme commercial et progressivement, je suis marketing manager pour Afrique francophone. Donc tous les pays francophones d'Afrique étaient à ma charge et je deviens business development manager pour Afrique subsaharienne. Et au bout de 19 ans de travail chez eux, je démissionne en 2018 comme directeur région Afrique à Cambridge. Donc cela m'a donné une ouverture sur le monde et l'expérience que j'ai acquise sur le plan international, travaillant avec une prestigieuse, ancienne, maison d'édition bien reconnue. J'essaie d'appliquer cette expérience, de la transposer dans l'édition locale à travers l'édition NMI Education dont je suis le promoteur. Et au sujet de l'édition locale précisément, quels sont vos états de service en tant qu'éditeur au Cameroun? D'abord, je dis, moi personnellement, si je veux dire le service rendu à l'industrie du livre, j'ai beaucoup participé à l'évolution du secteur. D'abord, toutes les difficultés des années 90, j'étais présent sur la scène. Nous avons vu, discuter et participer à l'évolution jusqu'à la création du premier conseil d'agrément, de manière scolaire. Des discussions qui ont commencé à Limbé avec les consultants de la Banque mondiale et d'autres de la France. Donc j'ai beaucoup participé dans ce débat. Et à un moment donné, les gens pouvaient croire que je m'attaquais à des gens parce que aussi quand je vois que ça peut être amélioré, j'essaie d'expliquer. Quand j'expliquais à gauche, on ne comprenait pas, j'allais à droite. Donc, je me suis totalement consacré. Et en 2015, quand je deviens président national de l'Association des éditeurs du Cameroun, cela me donne davantage un peu d'accès au pouvoir public. Avant cela, je le faisais comme promoteur de NMI Education, quelqu'un qui est passionné par le livre. Mais maintenant, comme président, je porte une coopération derrière moi. Et j'ai eu, le plaisir de travailler avec le secrétaire permanent actuel du Conseil, qui était le vice-président à l'époque. Et nous avons constaté ensemble les difficultés, les challenges qu'il faut relever à chaque fois. Et je pense que jusqu'en date, je peux dire que j'ai apporté ma contribution et que là où nous sommes, je suis pour quelque chose un peu. Et je continue d'essayer de bâtir ce domaine-là. Maintenant, à cet âge-ci, ce qui me préoccupe, c'est l'héritage. Qu'est-ce que je laisse après moi? Pourquoi cette passion pour le livre, j'ai envie de vous demander? Vous savez, je commence d'abord comme quelqu'un qui cherche du pain à mettre sur sa table. Mais progressivement, m'associant ou travaillant pour Cambridge University Press, je comprends que l'édition est un métier noble. Parce que sans l'édition, il n'y a pas de matériel pédagogique, il n'y a pas de livres pour faciliter la lecture et permettre aux gens de cultiver la mentalité. Vous voyez, je ne veux pas dire c'est que l'adage qu'on dit tout le temps que pour cacher quelque chose d'africain, on met dans le livre. Mais je pense que cela quelque part peut être vrai parce que l'Europe, j'illustre un peu. Hein. Quand vous voyagez en Europe,
dans les avions, vous voyez les gens lire les livres, dans les trains, dans les métros. Mais ici, en Afrique, vous voyez des gens qui font un trajet de 4 heures de temps dans le bus et regardent la forêt sur leur téléphone. Et tout ça là, sur leur téléphone, c'est qu'ils voient tous les jours. Donc, quelque part, je me rends compte que le livre est important. Et je prends davantage intérêt. Et sur un deuxième plan, je constate que le livre que l'on fait, c'est pour cultiver, pour contribuer à l'éducation, la qualité de l'éducation de la jeunesse qui sera le leader de demain. Donc, ce n'est pas un travail à négliger. Et donc, c'est pour moi, l'édition est devenue donc une responsabilité sociale et une responsabilité citoyenne. Quand je le dis, beaucoup de personnes ne me croient pas. Ils disent, bon, non, l'homme cherche l'argent, Certes, mais quand tu rends un bon service, tu retrouves l'argent facilement. Hein. Donc, c'est ça qui me passionne parce que c'est important que les gens se cultivent la mentalité, se développent la mentalité et c'est par là qu'une nation se construit. Quelle est donc la situation du métier d'éditeur aujourd'hui au Cameroun, Roger Swagwe? Je veux dire, la situation a évolué un peu parce que nous avons fait un travail quand même par le passé. Comparé à quelle année? Comparé à 90, à 2000, de 2010 jusqu'en 2010, oui, on a évolué un peu, dans le sens où sur le plan qualité physique, il y a eu quand même une concurrence. Donc certains éditeurs qui vraiment ont été passionnés par l'affaire, voulant bien faire, ont mis dans le marché des manuels corrects, de qualité, valeur, et d'autres ont été obligés de se mettre à la page. Donc cela a beaucoup aidé à améliorer la qualité de l'édition locale. Sur le plan contenu aussi, les choses ont évolué. Un livre peut-être n'est pas à 100% parfait, mais les choses ont évolué. Ce n'est plus les livres d'avant qui avaient un peu trop de coquilles. Donc la qualité s'est améliorée. Sur le plan service, le combat continue, les gens essaient de se bousculer, mais ce n'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Quand on connaît ce qui se passe dans d'autres pays, nous allons dire que nous avons avancé, mais nous sommes encore très loin. Nous sommes très loin derrière les pays comme, quand on se compare aux pays comme la Côte d'Ivoire, ne parlons même pas de pays anglophones, anglo-saxons, parce que ces pays-là sont très très loin, très avancés dans l'édition. Donc, il y a beaucoup encore à faire pour dire que le Cameroun a avancé dans l'édition du manuel scolaire surtout. Et pourtant, c'est une opportunité formidable. Étant le Cameroun en Afrique centrale, bien positionné pour influencer la culture des pays voisins qui n'ont pas l'édition vraiment chez eux. Et maintenant, sur la relation que vous avez entre éditeurs, vous l'avez dit, le secteur a évolué. On a de nombreux éditeurs qui se sont installés. On a des éditeurs locaux, on en a des éditeurs étrangers également, et qui semblent vous faire concurrence, à vous, les éditeurs locaux. Oui, ce que je demande, et ce que j'ai toujours demandé, c'est que quand on a un enfant dans la maison, on doit protéger les siens. Et puis même des grands pays ont des moyens de protéger les industries locales. Et si je vais paraphraser ou bien reprendre ce que le ministre de Commerce a toujours dit qu'il faut consommer camerounais. Comment est-ce qu'on va encourager les gens à consommer local et sans leur donner les moyens de le faire et sans les protéger un peu? Donc, est-ce que cela, c'est pour dire qu'il faut exclure les internationaux? Non. C'est pour dire qu'il faut définir les canaux par lesquels les internationaux doivent accéder à nos marchés. Donc, quand ils viennent là, je vous donne l'exemple du Sénégal, par exemple. Je participe dans un marché public au Sénégal, mais l'éditeur sénégalais est d'avance sur moi de 15 points. Ils appellent ça préférence nationale. Bon, mais si nous trouvons de manière de canaliser un peu l'accès aux internationaux dans le marché concurrentiel du Cameroun, on dit par exemple il faut être en partenariat avec un éditeur local, et c'est l'éditeur local, je donne comme ça là banalement, c'est l'éditeur local qui soumissionne à vos places par exemple, les obliger de travailler ensemble. Si vous laissez que les internationaux viennent dans le marché, ils viennent directement, solo, ils participent au marché comme si c'était un marché
international. Vous savez, quand on fait les marchés publics, là, il y a des marchés, donc c'est ouvert sur le plan international, des marchés qui sont locaux. Donc il faut que la soumission du manuel scolaire soit un marché local. Et que les internationaux ne peuvent participer que par les locaux, par exemple. Ça, c'est une manière subtile, bien politique, de protéger l'industrie locale. Mais est-ce que vous avez saisi les pouvoirs publics sur la question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous répondent? Vous pensez que depuis 30 ans, là, je ne saisis pas les gens? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Puisque la situation semble ne pas avoir évolué, malheureusement. Oui, vous savez, la situation n'évolue pas, les gens évoluent, mais les gens qui doivent résoudre ces problèmes, ils ne le font pas à temps, et puis ils évoluent, la situation reste. C'est malheureux, mais c'est pour ça que quand je vois une telle occasion de parler de cette histoire, je continue d'en parler. Parce qu'en espérant que quelqu'un quelque part va écouter, quelqu'un de plus patriotique aussi, ou bien de patriotique aussi comme moi, va l'écouter et peut-être en faire quelque chose. Mais j'en parle depuis très longtemps. Mais est-ce que ce n'est pas parce que la voix des éditeurs elle-même ne porte plus beaucoup aujourd'hui? Parce que nous avons beau chercher, hein, l'association des éditeurs du Cameroun est presque morte aujourd'hui. Vous en avez été président, vous avez eu pour vice-président, vous l'avez dit, le professeur Mvundaïtoa, qui est aujourd'hui secrétaire permanent du Conseil national d'agrément du manuel scolaire. Mais depuis lors, l'association traîne, les pas ne fonctionnent plus de façon optimale. Mais est-ce que vous ne pensez pas que si vous parliez d'une même voix, votre message porterait plus? Quelque part, vous m'accusez, Michael, parce que je ne suis plus le président. Parce que, vous avez été président. Oui, vous je comprends. Je dis, mais vous ne pas contribuer à fragiliser peut-être. Je pense quelque part que certains collègues, certains confrères m'ont dit que mon départ a fragilisé. Mais je suis parti parce que je pense avoir fait un bon mandat de 2 ans. En 2 ans, nous avons pu faire beaucoup de choses. C'est nos déploiements sur le terrain, c'est nos plaidoyers, je veux dire, qui a donné lieu au Conseil actuel. Peut-être pas à la politique de manuel unique, parce qu'à l'époque, moi j'avais une autre idée par rapport à la manuel unique. Bon, mais quand on même, en parlera tout à l'heure. Oui, mais ça a donné quand même lieu à cela. Bon, mais je pense que dans le leadership, il faut donner de la place aux autres. Quand vous êtes là, on vous critique comme si on peut mieux faire. Donc, et quand on vous amène peut-être à commencer à douter un peu de vos capacités, vos compétences, vous vous dites, bon, écoute, j'ai déjà fait 2 ans, pourquoi continuer, insister? Ce n'est pas un poste payant en plus, c'est plutôt un poste qui est coûteux, qui vous fait dépenser en énergie, en temps, que vous allez consacrer à votre entreprise aussi. Mais des gens, vous regardez, pensent que vous en jouissez trop. Et puis, bon, je dis, ok, j'ai fait 2 ans, c'est un mandat, je laisse. Élargissons un peu, allons un peu plus loin. Vous êtes vous, les éditeurs, naturellement, au sommet, si on peut le dire ainsi, de la chaîne du livre. On a les distributeurs, les libraires et bien d'autres acteurs de la chaîne. Mais je voudrais savoir quelle est la nature de la relation qui vous lie aujourd'hui au Cameroun, entre acteurs de la chaîne du livre. C'est une relation très sensible, je peux dire. C'est une relation commerciale, mais qui est déficitaire en même temps de la confiance. Un mot simple? Je vais simplifier. Donc, nous sommes obligés de travailler ensemble. Donc, nous avons des relations commerciales. Et sur le plan commercial, il y a des critères ou des clauses qui mettent 2 personnes en contact. Ce n'est pas le fait que soit le conseil ou un service d'État oblige les gens à travailler ensemble. Vous ne pouvez pas obliger 2 privés de travailler ensemble si les conditions de l'un ne remplissent pas, enfin l'autre ne remplit pas les conditions de l'autre. Donc c'est un peu compliqué dans ce sens parce que nous sommes obligés de travailler ensemble. Mais il se trouve cependant qu'il existe de multiples plaintes qui viennent parfois des distributeurs ou des libraires. On a des éditeurs qui s'improvisent comme ça, distributeurs et même libraires, ce qui contribue à tuer certains métiers de la chaîne du livre, malheureusement. Ça c'est un débat qui paraît légitime, mais qui, au fond, n'est pas légitime. Je vais expliquer. Dans un marché libre et dans la création des entreprises, un promoteur d'une entreprise peut en avoir plusieurs entreprises. Cela n'est pas interdit. Bon, maintenant, mais si les gens décident qu'ils veulent travailler ensemble, il faut que chaque maillon de la chaîne ou de ce partenariat assume bien ses responsabilités. J'explique un peu. Si l'éditeur qui investit tellement de moyens pour produire, si je prends mon cas, je suis à 3 millions de livres. Bon, je cherche l'argent, hein, donc 3 millions de livres. Et les livres sont dans mes entrepôts. Ils doivent sortir, ils ne sont pas faits pour rester dans les entrepôts. Maintenant, s'il n'y a pas de distributeurs compétents et lourds qui puissent faire sortir ces livres-là,
qu'est-ce que je fais? Je garde les livres dans les entrepôts. S'il n'y a pas de libraire qui doit vendre, ou bien parce qu'on dit que l'éditeur doit vendre aux distributeurs pour qu'ils vendent aux libraires, et que ces maillons de la chaîne-là sont faibles. Et rien n'est fait peut-être pour les accompagner, et par eux-mêmes, ils n'ont pas cette force de tenir. Qu'est-ce que nous devons faire? L'éditeur doit garder les livres. Le Conseil national d'agrément du manuel scolaire s'est à plusieurs reprises, vous le savez, prononcé sur la question, en appelant les uns et les autres à respecter chacun son contrat. Je comprends très bien que vous brandissiez le fait qu'il peut exister des maillons de la chaîne qui soient faibles et peut-être fragilisés. Cependant, la distribution du livre est cassée peut-être la chaîne du livre, mais cependant, il faut quand même que les uns et les autres respectent leur contrat. Non, si vous, éditeur, vous prenez sur vous de devenir distributeur, que devient le distributeur et que devient le libraire à la fin? C'est lui qui subit le plus. Voilà, laisse-moi finir de développer le débat. Donc ça, c'était un premier pan du débat. Le deuxième pan, c'est, il y a combien de distributeurs au Cameroun? Qu'est-ce qu'un distributeur? Il est outillé de quels moyens? Voilà, quand on dit vraiment distributeur, qui est le distributeur qui est en mesure de représenter de livres, disons comme ça, dans tout le Cameroun? Ils sont combien? Ce sont de qui? Vous voyez un peu le problème? Donc, si d'autres entreprises de distribution se créent pour davantage rendre le livre accessible, n'oubliez pas que l'objectif de fin, c'est que le livre soit accessible. Effectivement. Alors, ce n'est pas seulement se faire de l'argent. Donc, si les distributeurs, d'autres entreprises de distribution se créent pour rendre le livre davantage accessible, je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Donc, il faut que quand on se dit distributeur, qu'on s'équipe d'être distributeur. Donc, l'entreprise se crée parce qu'il y a une opportunité. Mais si le travail se faisait bien, certainement, un investisseur n'allait pas voir une opportunité de créer une entreprise parce qu'il y a déjà la concurrence. Les gens sont bien installés, vous voyez un peu ce que je veux dire. Et la création d'une librairie ou deux autres ne tue pas les autres librairies. La création d'une entreprise de distribution ne tue pas forcément les autres. Mais je pense que si nous donnons cette facilité pour dire que le conseil demande qu'on respecte, c'est une facilité qui fait dormir les gens. Parce que j'ai dit dans une rencontre éditeur, libraire, distributeur sous la présidence du conseil que faites attention de donner l'impression que vous allez obliger les gens et les mater et les emmener en justice parce qu'ils ont refusé de vendre le livre à un distributeur qui leur doit de l'argent. Vous ne pouvez pas. Vous voyez un peu. Donc, mais il faut que les distributeurs et les libraires se lèvent pour comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'on les fait endormir et pensent que, et c'est là où j'ai parlé de problème de confiance, qui donne même lieu à la calomnie, ou le libraire qui veut rester parce que le conseil a dit il faut me respecter, il veut rester chez lui, il veut que le livre lui soit donné. Maintenant, si tu ne fais pas comme lui l'entend, alors que c'est toi l'investisseur majeur, il va écrire au conseil, il va appeler le conseil. Celui-ci a fait ceci, la calomnie s'est introduite là-dedans. Tout ça là, il y a trop de petitesses. Mais l'important, c'est il faut qu'on regarde encore cette chaîne-là, qui essaie d'entretenir cette chaîne-là, qui essaie de coordonner, de faciliter. Parce que ce n'est pas un secteur où tu vas dire que toi, tu dois faire ceci ou bien tu quittes. Parlons à présent de la politique, même du livre au Cameroun. Comment trouvez-vous la manière dont elle est conçue dans notre pays aujourd'hui, la politique du livre? La politique, je ne sais pas comment cela est fait. Je pense, par mes études, ailleurs, une politique se fait avec des consultations. Et peut-être que la politique... Pour les acteurs, vous n'êtes pas souvent associés, tout au moins consultés. Je m'attends, pour répondre à cette question, je vais dire, par exemple, si on veut faire une loi sur la télécommunication au Cameroun, vous pouvez imaginer quand même des gens qui seront consultés, non? Peut-être que les gens ont été consultés, mais quand même, les gens qui ont été... Moi, je n'ai pas été consulté, par exemple. Je ne demande pas, ils ne sont pas obligés de me consulter. Mais je pense que pour la bonne cause, il faut chercher qui est vraiment acteur, qui est là depuis quelque temps, qui a quelle expérience, qui est-ce qu'on est en train de consulter. Donc, j'imagine qu'ils ont consulté des gens, mais je ne sais pas les qui. Mais je pense que les gens consultés n'étaient... Je ne peux pas dire que c'était de super personnes dans le domaine, parce que quand on voit certaines failles dans la politique, on se dit, mais s'il y avait de bonnes personnes dès le départ,
il devrait anticiper telle ou telle autre chose. Comment avez-vous apprécié l'entrée en vigueur de la politique du livre unique au Cameroun et 3 ans après, quelle évaluation pouvez-vous en faire? On était tous très contents. D'abord, je pense que quand je réfléchis maintenant, je pense qu'on était plus contents du départ de l'ancien conseil. Parce qu'on en avait marre, on espérait que les nouveaux vont faire autrement. Donc la politique était bien accueillie. Sur le temps, on a constaté aussi que l'homme n'est pas parfait. Mais l'homme imparfait qui est disposé à écouter peut être mieux accompagné. Donc, quelle appréciation je fais? Je pense que après 3 ans, comme le texte qui crée même ce conseil, qui organise le conseil dit, je crois que chaque 3 ans, il faut qu'il y ait une revue, qu'il y ait une enquête par une structure indépendante. C'est ce que le texte dit, pas une structure indépendante. Donc nous sommes pratiquement à la 4e année. Donc il est temps que la structure indépendante soit consultée pour faire une enquête qui puisse améliorer. Cette enquête-là, ces enquêteurs viendront certainement vers les éditeurs. Mais si je peux dire quelque chose, je veux dire, quand une politique est mise en place et que les mêmes problèmes, peut-être pas les mêmes problèmes exactement, mais les problèmes du passé ne changent pas, ça veut dire que la politique ne résout pas vraiment le problème. Je prends un premier cas. Les manuels non agréés continuent d'être vendus dans les écoles. Et ils sont vendus à des prix plus élevés que le prix des manuels agréés. Donc, est-ce que la politique était faite seulement pour mater l'éditeur? C'est la question que je me pose, parce que tout ce que le conseil fait, c'est sur l'éditeur. Maintenant, sur le terrain, au niveau de l'utilisation de manuels agréés, c'est toute autre chose. Donc, un livre agréé, le prix est imposé pratiquement, mais le livre ne peut pas se vendre parce qu'il y a le livre non agréé qui se vend dans les écoles massivement et à des prix élevés. Donc, la politique qui était faite pour aider le parent, par exemple, à dépenser moins dans l'achat de manuels scolaires à ses enfants, la politique n'a pas réussi sur ce plan-là. Donc la politique, finalement, si le prix est imposé et il est très bas et les livres ne se vendent pas parce que le manuel se vend dans la politique est en train de tuer l'édition. Quand l'éditeur meurt, le distributeur du manuel meurt, le libraire meurt, les auteurs qui gagnent les droits d'auteur meurent, c'est fini. Les emplois sont partis. Donc après 3 ans, voilà ce que je fais. Sur le plan de la pédagogie, ce n'est donc pas les manuels agréés signés par les ministres qui sont enseignés dans les salles de classe forcément. Donc c'est pédagogie-là qui contrôle. Vous voyez, donc je pense que ces manuels-là viennent d'où alors? C'est des éditeurs qui n'ont pas été agréés, peut-être, c'est des enseignants qui auparavant recevaient des petits pourboires des éditeurs et qui mettaient des livres comme ça, qui marchandaient dans le livre. Maintenant, comme c'est un manuel unique et chacun doit respecter, doit utiliser le manuel agréé, ces enseignants-là, ils font dans les fascicules, ils les mettent, ils disent livret, cahier d'activité, et ainsi de suite. Et c'est ça là qui vend même plus cher que le livre. Et cela m'amène sur un point que j'aimerais dire, c'est quand le conseil appelé conseil d'agrément des manuels et de matériel didactique. Oui. Donc c'est quoi le matériel didactique? Parce que le conseil est venu et a refusé le cahier d'activité. Mais le cahier d'activité était un matériel didactique. Oh, il permet à l'enfant de pratiquer à la maison, en mathématiques, en langue surtout, au moins dans ces 2 disciplines, il faut quand même qu'il y ait des cahiers d'activité. Tant qu'il y en a, il n'y en a pas. Les directeurs d'école, les enseignants prennent ça comme un prétexte. Ils disent que les enfants ont besoin de cahiers d'activité. Et maintenant, pour faire des cahiers d'activité, ils les vendent comme livres et ils les vendent à un prix plus élevé. Vous en avez parlé au conseil, vous avez attiré l'attention des pouvoirs publics sur cette manière de faire. C'est pourquoi je venais de vous dire que même si l'homme est imparfait et que l'homme écoute, l'homme peut être mieux accompagné. Ça dit beaucoup, non? Oui, effectivement. Donc, tel qu'on voit, donc aujourd'hui, le livre en lui-même se trouve dans une sorte de tourmente, tel que vous l'expliquez, avec cette politique unique qui a été saluée, vous l'avez dit tout à l'heure, très applaudie des 2 mains par tous les acteurs de la chaîne, mais aujourd'hui on déchante. Oui, je pense qu'il n'est pas trop tard, 3-4 ans, il faut qu'on fasse que le texte qu'il a mis en place
à recommander qu'on fasse une évaluation, qu'on s'asseye. Et que l'évaluation ne doit pas être faite dans les bureaux de fonctionnaires. Il faut que ces fonctionnaires qui mettent la politique en place et ceux-là qui implémentent la politique s'associent aux acteurs du terrain et à la structure d'indépendance, je ne sais pas laquelle qu'on va choisir, et discuter, évaluer où est-ce qu'on en est avec la politique. Est-ce que ça a donné l'impact qu'on recherchait ou pas? Qu'est-ce qui a amélioré? Roger Fogoué, vous décrivez une chaîne du livre touché, cassé pratiquement par parfois de décisions qui ne sont pas de très bonnes décisions, qui sont prises par les pouvoirs publics et le Conseil également, que vous avez longuement cité. Mais que faudrait-il faire, selon vous, sur le plan institutionnel, pour vous faciliter la tâche à vous, les éditeurs et tous les autres acteurs de la chaîne du livre? Pour faciliter d'abord la possibilité, donner la possibilité à l'industrie de prendre l'ampleur, voilà, se développer. Parce qu'on le dit, on le veut, mais on fait autre chose. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut vraiment une législation. Parce que les décisions ne sont pas les lois. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il faut vraiment qu'on s'asseye et qu'on fasse la législation sur le livre, sur l'édition. Et peut-être en particulier le manuel scolaire. Et cette séance-là, cette rencontre-là doit se faire avec vraiment des gens sérieux. Et que des gens s'écoutent sans toutefois se mettre en position de maître esclave, boss, subalterne. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que dès que vous mettez ce contexte-là en place, ça devient compliqué de se parler et de créer quelque chose de plus constructif. Le bon leader, c'est celui qui écoute. On n'est pas leader là où on est parce qu'on connaît tout, d'ailleurs. Si je voulais prendre le cas, un ministre n'est pas ministre parce qu'il maîtrise tout. Qu'il soit ministre de l'Éducation, ministre des Finances ou ministre de la Défense, forcément, il ne sait pas comment opérer, il ne sait pas une machine ou bien des bombes et tout cela, mais il écoute ses commandants pour pouvoir faire. Donc, un bon leader, c'est celui-là qui écoute et qui fait confiance à ceux qui écoutent, mais qui aussi a son bon sens. Bon, mais je pense que quelque part aussi, le problème du Conseil, c'est que tout le monde veut parler au Conseil, mais eux, ça aide de décider qui dit la vérité et qui dit quelque chose de plus constructif et qui dit juste pour dire. Voilà. Donc, il faut une législation en place et il faut que le leader comprenne que pour mettre cette législation en place, il faut parler à de bonnes personnes qui ont l'intérêt national, des gens patriotiques. Merci Roger Fogoué d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie encore, Michael. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cet autre numéro de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.